L'interview sur Radio Classique et Public Sénat. Bonjour à tous, bonjour Guillaume Tabar. Nous recevons ce matin Jacques Cheminade, candidat à l'élection présidentielle. Nous sommes dans la toute dernière ligne droite. Jacques Cheminade, comment vous avez vécu cette campagne et qu'est-ce qu'il vous reste à faire d'ici dimanche? Alors, je l'ai vécu d'abord comme une campagne d'exclusion. Il y a un certain nombre de journalistes qui visiblement ne voulaient pas que je sois là. Le Monde a dit que depuis l'officialisation de ma candidature, il ne me couvrirait jamais. Je trouve ça assez étonnant. Est-ce le retour à l'index? Est-ce le retour aux années où on effaçait les photos? Certains candidats, je ne sais pas. Donc ça, c'est une première étape. Puis, il y a des journalistes plus intéressants, qui ont un certain niveau, une certaine expérience, qui ont lu mon programme, qui ont lu mon projet, et qui s'y sont intéressés. Et puis surtout, il y a ce que nous avons pu faire avec nos moyens, c'est-à-dire l'intervention dans une dizaine de villes, dans la rue, et où tout à coup on voit se rassembler entre 60 et 120 personnes, posant des questions, active et vouloir connaître ce qui se passe. Donc il y a un désir politique en France, mais un peu une fatigue de voir toujours les mêmes tenir les mêmes discours. C'est vrai que vous intriguez un petit peu parce que vous ne ressemblez pas, je dirais, aux candidats plus traditionnels. Si on voulait définir Jacques Cheminade, on pourrait répondre quoi? J'ai dit gaulliste de gauche et dreyfusard, c'est-à-dire toujours du côté de celui qui est l'humilié et l'offensé. Et gaulliste de gauche, pourquoi? Parce que pour moi, il y a deux grands 18 juin. C'est le 18 juin 1940, celui de De Gaulle, et le 18 juin 1954, celui de Mendès France, qui a plus fait en 7 mois et 7 jours que d'autres en 14 ans. Vous ne comptez pas le 18 juin 1815, Waterloo? Non, non. Pour moi, il y a ce système de la City et de Wall Street qui a été très bien décrit par un film qui passe sur Public Sénat de Verboux, sur la City, sur la façon dont la City exerce un pouvoir qui est à la fois un pouvoir financier, mais aussi une intimidation culturelle constante. Donc il y a ce pouvoir-là qui est très différent de ce qu'est la Grande-Bretagne en tant qu'État. C'est-à-dire c'est un État dans l'État, c'est la grande lessiveuse de l'argent sale du monde, c'est quelque chose qui a défini le monde tel qu'il est aujourd'hui. Le Big Bang de Margaret Thatcher du 27 octobre 1986, c'est ce qui a permis de faire tout et n'importe quoi sur les marchés. Pour moi, c'est la date la plus significative depuis... Donc vous dites oui à l'économie libérale, mais non à l'économie de marché où la finance a pris un peu le pas. Je suis même tout à fait réticent et négatif sur l'économie libérale en tant que telle. Il faut la remplacer par quoi? Par une économie d'intention, une économie où celui qui prend une décision, il le met devant le peuple l'aime pas, il part. Donc, mais il doit avoir une intention, il doit avoir un plan. Et je suis pour qu'on rétablisse un commissariat au plan, par exemple. Et je suis aussi pour qu'il y ait une vision, un projet, et pas simplement le calcul dans cette élection présidentielle où on s'est laissé entraîner dans le chiffre. Certains le disent, comme Guilbault, il a raison. Combien ça coûte? On dirait une émission de télévision de mauvais aloi. Guillaume Tabar. Alors vous avez parlé des bons journalistes qui avaient regardé votre programme, mais on va essayer d'être de bons journalistes, et d'ailleurs vous l'avez été. De bons citoyens qui ont tous maintenant reçu les professions de foi. Donc on a reçu notamment la vôtre, intitulée effectivement Un monde sans la City ni Wall Street. Quand on le lit de près, on retrouve le fait de vouloir distinguer les activités spéculatives et les activités de dépôt des banques, le fait de ne plus alimenter, comme on l'a fait pendant la crise, les banques en liquidité. Il y a beaucoup de points que l'on retrouve. On pourrait également parler de les forfaits pour les PME, etc. Il y a beaucoup de points que l'on trouve dans le programme soit de François Hollande, soit surtout dans les accents, dans celui de Jean-Luc Mélenchon. Quel intérêt finalement de voter pour vous plutôt que pour d'autres candidats de gauche qui reprennent ces points? Deux choses. Alors, une petite histoire d'abord. Nos militants étaient dans une réunion dans le Nord, une réunion interne du Parti Socialiste, il y a, disons, à peu près 1 an et demi. Il y avait Martine Aubry. Et il lui a dit, la séparation des banques d'affaires d'une part, des banques de dépôt et de crédit d'autre part, c'est une question essentielle. Elle a dit, c'est peut-être vrai, mais c'est pas porteur, on n'en fera pas un thème électoral. Donc nous avons beaucoup insisté, et c'est devenu un thème électoral. Alors, on lui a dit, notre militant le dit, mais c'est votre père, Jacques Delors, en 1984, qui a aboli cette séparation et qui a créé la Banque universelle, avec tous les défauts qu'elle a entraînés. Alors elle dit, c'est vrai, mais c'est l'Europe qui le contraignait à faire ça. Alors, notre militant qui n'avait pas la langue dans sa poche a poursuivi. Il a dit, mais c'est cette Europe-là, Madame Aubry, que vous défendez. Et elle est partie en haussant les épaules. Donc, c'est la question de l'Europe qu'on va faire. Quelle Europe va-t-on faire? Est-ce que elle ressemblerait à quoi, cette Europe? L'Europe de Jacques Cheminade? Un projet de patrie, une Europe des patries et des projets. C'est-à-dire une Europe qui sera basée, non pas sur une monnaie, et un monétarisme et en fait le renflouement des banques d'affaires, on l'a vu avec les 1000 milliards à 1% sur on garde l'euro. 3 ans.
je ne sais pas, dans un premier temps, on va jeter le défi, on va lancer le défi. Et on dit, avec le système actuel, est-on prêt à faire quelque chose qu'on ne peut pas faire? C'est-à-dire, est-on prêt à ce que la Banque Centrale Européenne prête à des institutions d'État? L'article 123 du traité de fonctionnement de l'Union européenne ne le permet en principe pas. Alors je sais que certains, comme Michel Rocard, ont dit oui, mais il pourrait prêter au Fonds stratégique d'investissement ou à la Caisse des dépôts, à des taux très bas. Essayons. D'autres disent, comme M. de Boissieu, la Banque européenne d'investissement. À mon avis, tout cela n'est pas assez, et c'est de système maintenant qu'il faut changer en Europe, y avoir une Europe fondée à la fois sur cette séparation de banques, mais aussi sur une banque nationale et un pôle d'investissement public. Il faut aussi que nos voisins soient Oui, bien d'accord sûr. avec ce schéma. Alors, On s'ils ne peut ne pas le le faire sont tout pas, seul. Oui, De Gaulle et la politique de la chaise vide. C'est-à-dire qu'on dit, l'Europe a perdu sa raison d'être, on ne peut plus adhérer à quelque chose qui a perdu sa raison d'être. Mais concrètement, parce que ça, tout le monde cite exemple, même Nicolas Sarkozy, à propos de la révision du traité de Schengen, par exemple, évoque aussi la politique de la chaise vide de Gaulle. Concrètement, comment on fait? Parce que d'abord, de Gaulle, c'était une Europe à 6, on est maintenant dans une Europe à 27. C'est vrai. Bon, avec un certain nombre de décisions qui supposent encore aujourd'hui les décisions à l'unanimité. Bon. Comment la France, en gros, elle n'aurait le choix que de se retirer de l'Union européenne ou d'accepter ce que les autres États veulent. C'est-à-dire qu'on est dans une stratégie de rupture, c'est évident, et les peuples répondront. C'est-à-dire que je suis convaincu qu'en Espagne, en Italie, et même en Allemagne, il y a des gens qui réagiront. Sigmar Gabriel, quand il est venu à Paris, qui est le président du SPD allemand, a dit, et je trouvais ça intéressant par rapport à ce que je dis moi-même, il a dit, l'enjeu de l'Europe, c'est de savoir si les peuples qui la dirigeront ou le monde de Wall Street et de la City. Il l'a dit comme moi. Donc, il n'a peut-être pas les mêmes solutions, mais l'enjeu est là, il est sur la table. Mais en attendant, sans les milliards donnés par la Banque centrale européenne et par les différents mécanismes mis en place dans le cadre de l'Union européenne, eh bien, la Grèce serait aujourd'hui en faillite, l'Espagne serait en faillite, et l'Italie sans doute aussi. Mais on dit qu'on sauve la Grèce, ce n'est pas du tout vrai. Nicolas Sarkozy a dit on a réduit près de moitié la dette grecque. Mais en faveur de qui et comment? Pas en faveur du peuple grec, qui est soumis à un véritable garrot. Les retraités, les salariés, tout le monde là-bas, et l'économie elle-même. Il y a une politique de purge sociale, à la fois économique et dans le domaine. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour la Grèce, par exemple? Il faudrait faire une vraie politique de développement économique à l'échelle européenne. Mais ça prend du temps. Là, il y a une urgence, il y a des déficits colossaux. Oui, il y a une urgence. Mais cette urgence, c'est donner de l'argent aux gens qui travaillent et aux gens qui entreprennent en Grèce. C'est comme ça qu'on peut rembourser une dette. Donc en faisant tout ce qu'on faire fait, pour la la Grèce ne croissance. pourra jamais rembourser. Donc jamais. tout faire pour la croissance, c'est un petit peu Tout ce qu'on faire entend, y compris chez les autres pour une candidats. croissance réelle. Alors c'est là que vous m'avez posé la question sur Jean-Luc Mélenchon. Là où je conteste l'approche de cette gauche-là, je dirais, c'est qu'elle a une exigence de justice sociale, avec laquelle je suis tout à fait d'accord, mais elle, en termes de production, en termes d'avenir, elle ne voit pas ce qui peut correspondre à cette justice sociale, c'est-à-dire au progrès scientifique et au progrès industriel. Et quand on voit Jean-Luc Mélenchon qu'ils s'en aillent tous écrire que la géothermie doit substituer au nucléaire, qu'il faut sortir du nucléaire, non. Moi, je suis partisan du nucléaire, et j'ai dit hier soir, pas celui des nucléocrates, pas celui des voyageurs de commerce qui essayent de vendre le nucléaire jusqu'à Kadhafi, non, pas cela. Mais le nucléaire, de la physique du nucléaire, le nucléaire de l'avenir, les réacteurs de la 4e génération, jusqu'à arriver un jour à la fusion thermonucléaire contrôlée. Donc ça, c'est une base réelle, parce que qu'est-ce qui définit une économie? C'est pas d'acheter bon marché, vendre plus cher, faire un profit, et la somme des profits, la somme des valeurs ajoutées, ça fait le produit intérieur brut. Ce n'est pas ça. Ce qui fait une économie, c'est la création humaine, la découverte, sous forme de technologie, et des technologies qui soient de plus en plus denses. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors on m'a dit c'est difficile à comprendre, c'est pas possible, c'est très simple. C'est produire plus par être humain, par matériaux apportés et par surface utilisée. C'est ça l'avenir, c'est ça qui a permis le progrès. Il faut travailler plus, produire plus, ça veut dire que par exemple sur le temps de travail, il faut allonger la durée du travail? Pas nécessairement. Ça veut dire travailler mieux, comme on pourrait pas travailler plus, travailler mieux. Et ça veut dire aussi avoir un loisir qui soit différent. Moi, je suis pour reprendre la politique de Léo Lagrange, de Jaurès, tel qu'il a défini, ou même d'André Malraux. C'est-à-dire de revenir à une politique d'éducation dans laquelle on qualifie pour cette politique avancée de technologie. Et je dirais, ça va vous sembler peut-être un peu étrange, mais c'est absolument la vérité, et Einstein serait d'accord avec moi, quelqu'un qui est chercheur du nucléaire, ou pire, quelqu'un qui gère le nucléaire, et qui ne s'intéresse pas à la peinture, qui ne s'intéresse pas à la musique, pour moi, me paraît un individu
disons, douteux, parce qu'il est dans l'administratif, il est dans le formel. On demandera à Henri Proglio s'il aime la musique. Oh, le nucléaire de Proglio et le Rousselet, j'ai dit hier soir, non. Pas celui-là. Démanteler Areva, c'est une folie. Guillaume. Pour revenir à votre programme, vous parlez notamment, entre autres propositions, d'instaurer une sorte de revenu minimum, une sorte de RSA généralisé à tous les jeunes. Je crois que vous le fixez à un minimum de 600 euros. C'est une allocation d'insertion pour le premier emploi. Bon, mais alors, comment on le finance? Parce que tout ça a un coût si c'est étendu à tous les jeunes. Et ensuite, vous qui Ceux qui parlez... cherchent un emploi. Oui. On peut vérifier qu'ils cherchent un emploi. D'accord. Ce qui étudie 450 euros d'allocation et 450 euros de prêt, c'est-à-dire 900 euros. Financé comment? Les 450. C'est là que la politique de crédit productif public joue. Si on voit dans le système actuel, on retombe dans ce que disait Jean Zé, le ministre de l'Éducation nationale du Front populaire, dans Souvenirs et solitude, qu'il a écrit en 41 dans sa prison d'Orion. Il dit, on a vécu sur la mystique de l'équilibre budgétaire. Cet équilibre budgétaire, en période de crise, c'est un désastre. Parce que qu'est-ce qu'il masque? Il masque une politique d'austérité et de rigueur, qui a été la politique suivie par Brüning en Allemagne en 30-32, ou Laval en France en 35, et on voit où elle a mené. En période de crise, on ne rembourse pas les dettes si les dettes détruisent la base de l'économie et le secteur social. Alors qu'est-ce qu'on fait, hein? Il y a que 3 façons d'éliminer les dettes. C'est l'inflation, elle est inadmissible. C'est une politique de, je dirais, de purge sociale, comme celle qu'on nous prépare. Quand Nicolas Sarkozy évoque 13 milliards pour l'assurance maladie, réduire de plusieurs milliards l'aide au logement, c'est fou, parce que l'aide au logement est une des plus redistributives. Et donc la grande solution, c'est la fuite en avant en laissant filer les déficits et en vivant c'est pas la fuite en avant, c'est une politique intelligente de retour de l'État pour maîtriser sa dette. Aujourd'hui, l'État ne maîtrise plus sa dette. Depuis 1973, comment la maîtriser sans surveiller un minimum les dépenses, Oui, bien sûr, mais qui surveille les dépenses? Les citoyens ou les banquiers d'affaires? C'est là qu'est la véritable question. Ou les États. Bon, les États aujourd'hui ne peuvent pas. Les États ont mis entre les mains des banques leurs dettes. Et vous savez, les principaux détenteurs de notre dette, ce sont 1, le Luxembourg, 2, la City, 3, les îles Caïmans. Quand même, on a remis la dette entre ces mains-là. C'est se laisser, disons, dominer par le chantage de gens qui ne veulent pas le développement économique ni les mesures sociales. Jacques Cheminade, demain vous êtes président de la République. 2 courtes questions. Quelle serait votre première mesure et qui vous pourriez prendre comme Premier ministre? Alors, la première mesure serait concrète, lancer une commission d'enquête parlementaire pour séparer, pour étudier la séparation des banques d'affaires d'un côté, des banques de dépôt et de crédit et de l'autre. Et la lancer comme Pécora et Roosevelt l'avaient fait en 1933. Donc, le Premier ministre, ça serait un économiste, pas à la Monti ou pas à la Draghi, je trouve scandaleux que ce soit des gens de Goldman Sachs qui dirigent ça, mais un technicien progressiste. Et il y en a en France, il y en a beaucoup. Donnez-nous quelques noms quand même. Atterrés. Un nom? Vous pouvez nous donner un nom? Je ne veux pas mentionner de nom parce que les gens n'est pas encore là. Cheminade nous mentionne, qu'est-ce que ça veut dire? Elle essaie de nous récupérer. J'aime pas ça. Bon. Mais j'en ai 4 ou 5 présents à l'esprit, dont un qui est un ami et qui avait lui-même, et qui serait très choqué et choqué que je puisse penser à lui pour ça. C'est quelqu'un qui avait conseillé le gouvernement socialiste en 80-82 sur les nationalisations. Et l'autre question, on va chercher. L'autre question pour gouverner, c'est aussi avoir une majorité au Parlement. Quelle majorité souhaitez-vous? Alors, la majorité qui sera au Parlement sera une majorité qui, dans ce que s'est développé dans cette campagne, sera opposée au système existant. Ça a été le grand thème. Eh bien, on leur dira chiche. Est-ce que vous êtes capable de représenter à la fois le progrès scientifique et technologique et la justice sociale? Chiche par rapport à l'Europe, par rapport à la France. Merci beaucoup, Jacques Cheminade. Très bonne journée à tous sur Radio Classique et Public Sénat.